faut savoir ce que l'on veut. Voulons-nous un Périgord qui crève ou qui se développe? Il n'y a pas de fatalité. Si nous voulons le développer, il faut le désenclaver. Le développement économique ne se fera pas sans le désenclavement routier. Il suffit de regarder le nombre d'emplois qui ont disparu dans la vallée ou qui ont été délocalisés ailleurs, à Saint-Cyprien, Christian, les entreprises Testu, Téton, Le Quart d'Eux et récemment l'entreprise Delmont. Sommes-nous condamnés à vivre dans un territoire qui n'a pas le droit de se développer? Est-ce que c'est ça la France aujourd'hui? Est-ce que c'est cette France-là que nous voulons? Une France des métropoles qui concentre les richesses, qui se développe de manière anarchique, et les territoires de seconde zone, les territoires ruraux condamnés à se partager les miettes. On nous parle de désertification et d'abandon rural, mais cet abandon, il est voulu et organisé. Croyez-vous qu'il restera, qu'est-ce qu'il restera dans la vallée quand tous nos jeunes seront partis, quand nos entreprises auront fermé, quand nos infrastructures seront obsolètes, un immense champ de peupliers et plus personne pour faire vivre ce territoire. Si nous voulons être compétitifs, il faut se battre pour que les entreprises viennent s'installer ici. Et pour cela, il faut des infrastructures du XXIe siècle. Bordeaux et sa métropole auraient eu le droit de se développer et nous devrions fatalistes regarder le train passer. S'il en reste. Parce qu'il semblerait qu'on voudrait aussi nous les fermer. Le tourisme porte cette vallée. Je voudrais vous parler d'un équipement qui permettra au département d'être encore plus attractif sur le plan touristique. Il s'agit de la véloroute qui reliera Souillac à Libourne et rejoindra celle de la vallée de la Vézère au pont de Vic. Le conseil régional a depuis longtemps compris l'intérêt touristique et économique de l'itinérance douce. C'est pour cela que nous avons voté l'année dernière 900 000 € pour la réalisation de cette portion de la véloroute et je salue ton choix germinal d'intégrer ce projet en parallèle au contournement en créant ici un nouveau pôle d'attraction touristique mais aussi en levant un verrou important sur ce linéaire d'intérêt majeur. Quel territoire voudrait se priver d'un tel équipement touristique? Aucun. Vous connaissez-moi aussi. Allez, salut les gars. À bientôt, Germinal. Je crois que là, Je vous attrape parce qu'on est en direct dans 10 minutes. Donc c'est pour ça, je suis désolé, c'est un peu chaud. Mais... Bon, évidemment, j'imagine que c'est une grande... Je te remercie. merci à vous les gars. Merci à vous. Une grande satisfaction pour vous, j'imagine. Bah écoutez, aujourd'hui, les opposants disaient que c'était un projet personnel et aujourd'hui, avec 3000 personnes, le peuple de la vallée de la Dordogne s'est levé. Et le peuple de la Dordogne s'est levé aussi. Et ils sont venus dire que ce projet est un projet d'intérêt public. Parce qu'il y a Beinac, il y a la vallée de la Dordogne, mais derrière, il y a toute la vie du monde rural qui est en jeu. Vous pensez que ça va faire porter le message, que ça peut faire avancer les choses, ce genre de rassemblement? Ça montre une chose, vous savez, ça montre que le peuple est avec nous. Regardez le nombre d'écharpes. Alors on dit c'est des élus, ça compte pas. Mais des élus, ce sont des gens responsables. Ils sont porteurs de la parole de leurs habitants. Surtout à un an des élections municipales. Regardez le nombre d'élus, regardez le nombre d'écharpes. Et puis regardez cette foule. C'est vraiment la foule qui est venue aujourd'hui. Et je vous avertis que, je vous annonce que même dans mes rêves les plus fous, je me disais si on est déjà 500, ça sera beaucoup, 500 personnes qui viennent défendre un projet. Mais regardez, 3000, regardez cette foule, 3000, c'est énorme. Un mot sur la suite, vous avez dit que vous ne lâcherez rien quoi qu'il vous en coûte. En parlant de coûter, j'ai lu l'arrêté préfectoral concernant la protection des travaux. Ça va coûter de l'argent au département. Est-ce que vous avez estimé combien ça va coûter? Les Périgourdins doivent savoir que les manœuvres des opposants vont nous coûter plusieurs millions d'euros. On n'arrête pas un chantier comme ça sans que ça coûte de l'argent public. Vous avez une idée, excusez-moi? Oui, j'ai une idée, je peux vous la donner. Je l'ai redit. Je l'avais. Merci, le président de la CCI. Oui, j'ai une idée. J'avais dit, j'avais annoncé la somme de 15 millions d'euros. Et j'ai donné un chiffre très précis pendant la session. C'était 14 789 000, quelque chose comme ça. Mais depuis, ça c'était ce que nous avons payé avant la fin du mois de décembre. Mais depuis, on a à peu près 2 millions de factures supplémentaires, forcément, qui sont arrivées. Et puis, il y a le coût de l'arrêt du chantier. Donc aujourd'hui, oui, il y a plus de 20 millions d'euros, je pèse mes mots, il y a plus de 20 millions d'euros qui sont engagés
par la collectivité. Et quand je dis que je me battrai jusqu'au bout, c'est que je n'ai pas envie de faire perdre 20 millions d'euros aux contribuables de la Dordogne. Et aujourd'hui, ce sont les opposants qui provoquent le gaspillage, c'est pas nous. Une dernière chose, Monsieur Perrault, vous allez jeudi, je crois, à Paris, vous allez avec les départements de France, on a vu le président de la Haute-Vienne qui était là, vous allez en parler aussi de ce dossier à Paris? Absolument, absolument, je peux vous l'assurer, j'en parlerai au président de la République, qui d'ailleurs, quand il est venu en Dordogne au mois de juillet, lors du repas républicain, nous avait dit qu'il y avait un problème de contournement dans votre département, il a été réglé. Donc lui aussi croyait que c'était réglé. Il y a non seulement le Premier ministre qui nous a écrit, mais il y a aussi le président de la République qui nous avait assuré que les choses étaient réglées. Donc vous allez le rappeler à ses responsabilités? Non, c'est pas une responsabilité, il y a la séparation des pouvoirs. On est dans un état de droit et il y a le pouvoir des élus, il y a le pouvoir de la justice. Je respecte le pouvoir de la justice, hein, mais je dis deux choses. D'abord, le droit est mal écrit. Madame Borne, la ministre des Transports, l'a reconnu à Bergerac il y a 15 jours. Elle a dit c'est pas possible qu'on puisse multiplier les recours comme ça, quand les travaux sont engagés. Donc moi je regrette de ne pas être député aujourd'hui, hein, pour retravailler sur le droit, parce que je pense qu'il faut réécrire le droit dans ce domaine, pour ne pas créer l'insécurité juridique que nous vivons aujourd'hui. Donc il y a ça, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on respecte l'état de droit, on ne peut pas contester. Et nous contestons les arguments qui ont été avancés par le Conseil d'État, et nous espérons que le tribunal administratif nous remettra dans le bon droit et dans le droit chemin. Merci M. Perrault, merci. Avec plaisir. M. Perrault. Vous avez tout ce que vous vouliez. J'aimerais aussi vous poser une question là. Allez-y. Vous parliez de la population et de la jeunesse du Périgord. Ouais. Je fais partie de ces gens, moi, qui ont dû émigrer, effectivement, quitter le Périgord après avoir fini mes études parce qu'il était impossible de trouver du travail. Ouais. Aujourd'hui, j'étais dans l'obligation d'y retourner et j'ai quand même des difficultés à retrouver du travail. Là, il y a une autre chose dont je m'étonne, c'est que je ne vois pas beaucoup de jeunes dans l'Assemblée qui étaient là ce matin. Alors je vais poser une question. Mais regardez, il y en a des jeunes. Il y en a même des très jeunes. Qu'est-ce que vous pensez de l'inquiétude de la jeunesse aujourd'hui? Vous savez, initiée par exemple quelqu'un comme Greta Thunberg, la jeune suédoise. J'ai pas entendu, excusez-moi. Greta Thunberg, la jeune suédoise, vous voyez qui c'est? Non, ça ne me dit rien. C'est une jeune fille qui mondialement s'est fait connaître parce qu'elle est intervenue à Davos en particulier pour protester contre l'inaction climatique de nos gouvernements. Oui, écoutez, moi je crois que le combat pour l'environnement, c'est un très beau combat pour la jeunesse. Mais c'est un beau combat aussi pour nous, les adultes. Parce que c'est à nous de préparer un environnement plus propre que celui dont on a hérité. Parce que les dégâts à l'environnement, ils ont été faits depuis quand? Ils ont été faits depuis 1850, depuis l'avènement de l'ère industrielle. Et on a passé 1 siècle et demi à détruire la planète. Et aujourd'hui, on continue à la détruire sur certains continents. Et notre responsabilité à nous, d'adultes, c'est de préparer un monde meilleur pour ceux qui vont nous succéder. Et chacun, à sa place, a un rôle à jouer. Le citoyen a son rôle à jouer quand il trie ses déchets, quand il gaspille pas l'eau. Les élus ont leur rôle à jouer. Tout le monde a son rôle à jouer. Et au niveau du département de la Dordogne, si je mets le cap de l'excellence environnementale en numéro 1, c'est pas le hasard. C'est parce que j'y crois. Voyez-vous, monsieur, moi je suis pêcheur, je suis apiculteur, je suis kayakiste depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Il y a 50 ans que je me promène sur les rivières. J'ai pas du tout envie de laisser à mes petits-enfants des rivières polluées comme moi je les ai connues aujourd'hui. Donc chacun dans la société a son rôle à jouer. Et c'est un beau combat. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut nous faire mourir. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en matière environnementale? Tout se concentre sur les métropoles. Aujourd'hui, la métropole de Bordeaux est en train d'aspirer le monde rural, comme Toulouse a aspiré l'Ariège. On est en train de se faire aspirer. Donc on ne prépare pas l'avenir des jeunes si on leur laisse un département où il n'y aura que des retraités et où il n'y aura plus d'emplois. Vous avez encore une dernière question, s'il vous plaît. C'était par rapport à une contradiction qui me semble importante. Construire un pont, c'est faciliter la circulation des automobiles. Oui. Il y a des gens qui pensent aujourd'hui que notre planète est vouée à l'effondrement. Vous défendez l'agriculture biologique. Oui. Il n'y a pas une contradiction là? Non, il n'y en a pas, monsieur. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Parce que dans notre projet, il n'y a pas qu'un pont pour les voitures. Il y a aussi une voie douce. Il y a aussi une voie verte. Vous voyez, derrière moi, il y a des piles. Les piles, elles sont doubles en Y. Il y a une voie pour les voitures et il y a une voie pour les vélos et pour les piétons.
Et ma fierté, c'est que dans ce département, on a 9000 km de sentiers. C'est qu'aujourd'hui, on a plusieurs centaines de kilomètres de véloroutes. Et je les ai portés moi-même au département et je continue à les porter. Donc je crois que les choses ne sont pas incompatibles. Aujourd'hui, on parle du ferroutage, mais tout ce que j'ai vécu depuis 40 ans, c'est exactement le contraire. Et aujourd'hui, les marchandises, elles se transportent sur la route. Moi, je souhaite qu'elles passent sur le verroutage ou qu'elles passent sur des bateaux, mais ce n'est pas les choix qui ont été faits. Et ça, je ne peux que le regretter. Moi, ce que je peux vous dire, c'est ce que je fais en Dordogne. On a créé une vingtaine de places de covoiturage. Je multiplie partout où je le peux les véloroutes et nous aidons les communes, les intercommunalités à le développer. Et puis je veux dire autre chose pour le monde rural. On ne peut pas faire vivre les ruraux comme les urbains. Moi pendant 20 ans j'étais député, je vivais 3 jours par semaine à Paris. J'ai jamais eu de voiture. Et j'étais à Paris cette semaine, je peux encore vous montrer mon ticket de métro. Je prends les transports en commun. Mais quand on est dans le monde rural, comment on fait si on n'a pas de voiture? On est perdu aujourd'hui. Et on ne peut pas mettre en place des services publics qui iront dans toute la campagne avec l'éparpillement aujourd'hui de l'habitat de notre département. Donc les choses ne sont pas incompatibles. Ce projet, c'est un tout petit projet. C'est un tout petit projet et qui fait une route mais qui fait aussi une voie douce et qui va structurer la voie douce dans la vallée de la Dordogne. C'est très important ce que nous faisons. Le budget du département, c'est 600 millions d'euros annuels, c'est ça à peu près Oui, 530 millions. Voilà. Là, on a un pont d'un coup à 35 millions, ça représente environ 5% du budget du département. De quoi? Qui vont être amortis sur plusieurs années. Non, mais il ne faut pas le voir comme ça, monsieur. Il ne faut pas le voir comme ça. Les travaux routiers, heureusement qu'on en a fait. Sinon, vous n'auriez peut-être pas pu venir ici. Vous aurez été obligé de venir à pied. Heureusement que ceux qui m'ont précédé, ils ont construit la Dordogne et ils ont fait des routes. Heureusement. Sinon, on serait comment? On marcherait avec des charrettes? À Dodane, c'est pas possible. Un chercheur autrichien qui... Merci, monsieur Perron. Je vous en prie, parce que vous voyez, j'ai beaucoup d'invités. Je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie, monsieur Perron. Madame, est-ce que je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Oui. Pourquoi vous êtes là ce matin? Eh bien, parce que j'en ai marre de voir passer les camions dans Beynac, parce que c'est dangereux même pour sortir de notre maison. Pour sortir de notre maison, c'est dangereux. Et mon mari est sur un fauteuil roulant, j'ai le petit-fils. La petite fille est sur la poussette, on ne peut pas sortir. Alors vous savez, je garderai bien que ce soit. Merci. Je n'ai rien dessus, avec plaisir. Regardez le dernier. Parce qu'il est décidé. Ah, parce qu'il est décidé. Bonjour monsieur, excusez-moi, est-ce que je peux vous poser une question s'il vous plaît? Pourquoi vous êtes là ce matin? Ben, je suis là pour que ce pont se termine surtout. Vous êtes élu là, je dois Oui, oui, je suis élu d'une petite commune de 130 habitants. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez là, de la théorie de l'effondrement par rapport à ce qui se passe sur la planète? Oh, vous savez, la planète, il y a eu toujours des moments où il y a eu des inondations, de la sécheresse. Bon, c'est vrai que... Mais enfin... Je suis là pour ce pont. J'ai dit, c'est quand même... il y a une autorisation qui est depuis février 2018 et l'arrêter maintenant, ça serait bien dommage, je pense. Pourquoi vous êtes là ce matin? Pourquoi je suis là ce matin? Essentiellement parce que je voudrais vraiment voir ce projet fini, fini, parce que j'en entends parler depuis 30 ans. Déjà, mon père, qui était chauffeur routier, avait un souci pour traverser Beynac et il n'était pas le seul, bien entendu. Et on en est toujours au même point, quoi. On a l'impression de stagner, de ne pas être entendu, de ne pas être compris, comme pour beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Et puis aussi parce que l'engagement financier est tel qu'il vaut mieux encore dépenser un peu de sous pour le finir plutôt que d'en dépenser encore pour l'arrêter, quoi. Après, d'autres personnes ici ont un avis. Qu'est-ce que vous pensez de l'effondrement qui est annoncé par le rapport du GIEC, par exemple, sur une fin de l'humanité probable si on continue à développer
notre planète de cette manière? Les rapports je pense que les rapports du GIEC sont valables, mais vous parlez d'effondrement et je suis obligée de penser automatiquement à ce qui s'est effondré à la Rogajac. Et quelquefois on se dit, ça aurait été bien que ça s'effondre aussi à Beynac, on n'en serait pas là. Mais c'est un trait d'humour, si vous voulez. On n'a pas du tout envie que rien s'effondre, voilà. Parce qu'on sait ce que ça veut dire, il y a quelquefois des morts dessous. Vous parlez, je suppose, là, de la planète tout entière, en fait. Et bon, mais bien sûr qu'il faut avoir conscience de ne pas avoir un impact incroyable, de ne pas avoir un impact. Mais vous savez, moi je préférerais qu'on arrête le glyphosate, par exemple, déjà. Je préférerais, il y a quelques petites choses comme ça, ou qu'on ne détourne pas le bio pour le faire venir par cargo ou en polluant un avion. Vous voyez, je voudrais qu'on soit un peu plus conscient de ce qu'on fait d'une manière générale, mais je ne sais pas si on va y arriver, quoi. Au-delà de ça, on caricature les libellules oui, non, mais c'est une plaisanterie. Alors c'est une plaisanterie, mais savez-vous qu'il y a 40% des insectes ces 10 dernières années qui ont disparu. Donc on est sur des plaisanteries qui sont quand même très sérieuses. Oui, non. Sur ça, si vous voulez, sur ça c'est une plaisanterie. Mais les libellules ne disparaissent pas parce que vous créez un pont. Elles ont disparu malheureusement. Peut-être à la longue ça pourrait le faire. Non, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire c'est plutôt, enfin je crois, je suis agricultrice et je vois bien comment ça se passe. C'est vrai que la rentabilité, le changement de semences, etc. Si vous voulez, si on avait encore les semences paysannes, si on avait encore avait l'autorisation de s'en servir comme on veut, si on n'était pas en but, oui, déjà soumis au mois du marché pour l'alimentation humaine, et puis en but à des lobbyistes qui sont beaucoup plus terribles que les gens du terrain, les pauvres qui essaient de limiter les dégâts. Ben on n'en serait pas là, ça c'est sûr. On n'en serait pas là si on n'avait pas le pognon qui gère, quoi. Finalement, si vous voulez, c'est l'argent qui mène la machine. Et tant que, ça a toujours été certainement, mais bon. Ça s'accentue aujourd'hui. Oui, on a l'impression que la pression est plus forte. Si vous voulez, à un moment donné, moi j'ai fait des études d'économie, et à un moment donné, j'ai eu l'impression que le commun des mortels, avec la nécessité de vivre, les marchés des vêtements, de l'alimentation, etc., étaient complètement détachés du système financier, comme si c'était deux choses qui ne communiquaient presque plus, comme si on avait, vous savez, comme sur les vieux tourne-disques, deux étages avec aucun lien entre eux, quoi. Et à partir du moment où ça a été comme ça a été plus que pire. Vous avez fait des études d'économie, vous êtes agricultrice, donc vous travaillez la terre. Aujourd'hui, on dit qu'il y a une déconnexion entre l'homme et la nature. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une déconnexion, si vous voulez, il y a une espèce de déshumanisation, c'est vrai, de l'agriculture par rapport à ce que c'était avant. Mais il ne faut pas que ce soit comme avant, parce que ça, c'est même pas possible et c'est même pas souhaitable. Moi, j'ai vu quand j'étais jeune, des gens travaillaient énormément. Je veux dire, notre espérance de vie s'est améliorée dans l'agriculture parce que quand même il y a les machines, etc. Mais bon, à un moment donné, il ne faut pas non plus que ce soit les machines qui commandent les hommes, quoi. À un moment, si vous voulez un tracteur, c'est jamais fatigué. Au moins, les bêtes, à un moment, il fallait s'arrêter, il fallait les faire manger. Il faudrait quand même qu'on arrive à ce que tout se coordonne, enfin, à ce qu'on admette qu'il ne suffira pas d'insister, d'être rentable, on ne peut pas raisonner seulement comme ça. C'est comme si on voyait tout par le petit bout de la lorgnette en disant c'est financier et c'est rentable, quoi. Et ce que j'entends à travers votre discours, c'est que vous partagez un peu l'opinion des détracteurs de ce pont. Mais bien sûr, d'une certaine manière, oui. Mais en même temps, quand vous pouvez imaginer, par exemple, comme l'a dit tout à l'heure Germinal Perrault... C'est votre compagnon? Pardon. Non, pas tout à fait. C'est un ami. C'est un ami. Comme l'a dit Germinal tout à l'heure, quand vous vous croisez avec deux cars d'un Beynac et que vous risquez d'avoir un gros problème, franchement, sans déconner, c'est pas possible. Alors, on ne peut pas laisser ça, vous voyez. Il y a un monsieur dont j'ai trouvé l'idée intéressante, c'était de mettre un feu, puisqu'il semblerait que les encombrements... Oui, ça c'est vrai qu'on pourrait commencer par ça. On pourrait déjà commencer par ça. Un feu, ça coûtait pas grand-chose.
C'était un faible investissement et ça permettait, les jours où il y a vraiment une affluence importante, de gérer ces problèmes de circulation. Oui, mais un feu, vous le savez, si la queue elle n'est pas dans Beynac, elle est juste avant et juste après. Je veux dire, même pour les touristes, je veux dire, ça n'est pas non plus... Enfin, si vous voulez, il y a le problème de nous, l'hiver, avec l'histoire dont on peut difficilement se croiser. On pourrait gérer le problème de l'hiver avec un feu, mais le problème de l'été, ça m'étonnerait, quoi. Parce que quand on veut recevoir correctement des touristes après, sans rire, on va leur faire la queue combien de temps? Est-ce que vous croyez qu'on peut continuer infiniment comme ça à faire venir des touristes en Dordogne? Je pense à l'Islande par exemple, qui sont en train d'émettre l'idée de fixer un quota touristique tellement ça dégrade, ils se rendent compte que ça dégrade l'environnement chez eux. Franchement, je ne crois pas qu'on en soit là, à part dans Sarlat, où quelquefois je me dis... moi je fuis Sarlat l'été, je vous jure. L'autoroute de la Dordogne en ce qui concerne les canoës. Non, je n'ai pas entendu parler. Non, franchement, non. Non, parce que c'était effarant. Mes beaux-parents habitaient à la Roque-Gageac et je me souviens que l'été, c'était effarant, la quantité oui, c'est bien possible. Oui, non, mais c'est impossible. Oui, c'est possible. Je ne connais pas le sujet. Mais c'est possible qu'en plus, avec la notoriété de Germinal Perrault pour le canoë, ça aggrave beaucoup les choses, là. Là, je ne vous parle pas de sa notoriété au niveau de... Donc on est soumis quand même à de nombreux paradoxes, là, si je comprends bien. Ah ben bien sûr, oui. Bien sûr. Enfin, si on avait la solution miracle, ça serait super. Mais pour beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses. Par exemple, un développement économique soutenable. Vous parlez du Périgord, là? Je parle de votre point de vue, hein, si vous êtes encore agricultrice en activité. Dans le Périgord, la question, elle est un peu réglée par le fait qu'on ne peut pas faire de grandes cultures à outrance, simplement parce qu'on n'a pas les terres qu'il faut. Donc on est, je ne dirais pas condamné, mais on est condamné à rester vert, si vous voulez, dans la mesure où, à Villefranche, on peut faire presque que de la châtaigne, un peu plus loin, on peut faire que de la truffe ou de la noix. Donc après, il faut éviter de détourner les productions et de les traiter à outrance. Mais bon, vous savez, les gens qui font de la pomme, vous prenez le relevé de traitement par jour, par an qu'ils ont le droit de faire, même en bio, c'est plusieurs pages. Ça fait peur, moi franchement, je veux dire. Je crois qu'en agriculture intensive, c'est environ une quarantaine de traitements annuels pour la culture de la pomme. Ça, je veux bien, oui, ça je veux bien le croire, sans compter la consommation d'eau, etc. Vous savez, j'ai été présidente du syndicat de la châtaigne en Dordogne. J'ai vu arriver un jour un projet, c'était planter des châtaigniers en ligne, comme on le fait pour les pommiers, comment vous dire, tailler jusqu'à ras du tronc, une année d'un côté, une année de l'autre, amender à outrance, arroser avec autant de consommation d'eau que le maïs irrigué. Vous imaginez un peu les dégradations que ça allait faire? J'ai eu peur, j'ai vu que je ne serais pas majoritaire, j'ai vu que ça risquait de porter mon nom en plus, j'ai eu peur et je vous jure que j'ai démissionné. Mais il y avait d'autres projets parallèles qui, eux, ne paraissaient bons, c'est-à-dire la labellisation de la châtaigne du Périgord, etc. etc. Et à un moment, c'est très compliqué de... Comment vous dire? C'est très compliqué de bien faire. Voilà. Après, le montage financier de ce truc, de cette châtaigne industrielle, je vous en parle même pas, c'est pas la peine. C'était une horreur. C'était une horreur. Ça allait, ça allait de pair, quoi, forcément. Hein. Ça allait avec une déshumanisation, ça allait de pair avec la pollution. Enfin, c'était un truc. Le but était derrière de créer des usines pour faire de la crème de marron. Que pour le moment, si on n'en a pas assez, on la fait venir de Chine, quoi, voilà. Très compliqué aujourd'hui de concilier à la fois les nécessités de défendre l'environnement et la nécessité aussi d'avoir une croissance verte, on va dire. Je pense que ça, si on fait un effort, on doit y arriver. Ça, on doit y arriver, quoi. Voilà. Mais je ne pense pas que la croissance économique dont on vous parle sans arrêt, là où on vous dit il faut faire 3% de croissance pour ne plus avoir de chômeurs et des trucs comme ça, je pense que c'est parce qu'on ne s'oriente pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on a atteint des stades quand même d'évolution où on devrait être capable
non pas de partager un gâteau comme le disent les économistes, mais de faire un gâteau meilleur. Voilà, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est très clair. Voilà, je pense qu'on peut arriver à partager ce qu'on a sans que ça devienne, sans qu'on soit obligé de passer par la finance, par le gaspillage, par la pollution, quoi. Vous êtes madame, s'il vous plaît, pour information? Marie-Sylvie Hamon. Marie-Sylvie Hamon. Et vous habitez sur quelle commune? J'habite à Besse, dans l'ancien canton de Villefranche-du-Périgord. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Vous me trouverez facilement sur Google. Hein.